À la une de ce journal, le président de la République et président de l'Union africaine s'entretient au téléphone avec son homologue angolais et discute des avancées du processus de Luanda. Le président de la République supervise à Nouakchott la cérémonie de remise des prix Chengueti au titre de l'année 2024 dans les domaines des études islamiques, des sciences et technologies, de la littérature et des arts. Le Premier ministre préside une réunion sur les plateformes d'éducation et de santé pour examiner de près le rôle de surveillance qu'elles jouent sur la performance de ces deux acteurs, ou du moins de ces deux secteurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu au téléphone avec son homologue de la République d'Angola, João Lourenço, qui assure la fonction de premier vice-président du bureau de l'Assemblée de l'Union africaine. L'entretien a porté sur les concertations régulières visant à renforcer la coordination entre les dirigeants de l'Union africaine, conformément à leur rôle respectif au sein de l'organisation. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a tenu à échanger avec son homologue angolais sur les priorités actuelles de l'Union africaine, notamment les efforts en cours pour promouvoir la paix et la sécurité dans le continent. À ce sujet, M. João Lourenço a informé le président de la République, président de l'Union africaine, des avancées du processus de Luanda, une initiative cruciale visant à ramener la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet échange reflète la détermination des deux dirigeants à conjuguer leurs efforts pour relever les défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée et à promouvoir une coopération renforcée au sein de l'Union africaine. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu ce soir au palais présidentiel à Nouakchott le conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique présidé par le chef de file de l'opposition, Hamadi Ould Sidi Mokhtar. À la réunion ont participé, outre son Excellence le président de la République, le ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chourouka. Au sortir de cette audience, M. Diop Amadou Tidjane, membre du conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique, a fait la déclaration suivante. La République nous a reçus aujourd'hui ici en tant que membre du conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique. Nous avons eu à entretenir avec le président de la République 2 heures de temps durant. Nous avons abordé toutes les questions de la vie politique, particulièrement la vie de l'institution de l'opposition démocratique, mais également et surtout le dialogue en perspective. Nous, à notre tour, nous avons affiché notre engagement d'accompagner le dialogue, bien sûr, mais au moment venu, avec un certain nombre de conditions. Nous avons souhaité que pour que le dialogue puisse arriver à terme et à des conclusions souhaitées par tous les Mauritaniens, impérativement, il faut qu'il y ait une volonté déterminée, un engagement politique de la part de l'institution de la République qui incarne ce dialogue. Mais également, il faut qu'il y ait une approche ou démarche pédagogique susceptible d'engager tout le monde, susceptible de faire participer tout le monde. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé ce jeudi au Palais des Congrès de Nouakchott la cérémonie de remise des prix Chengueti au titre de l'année 2024.
Le prix Chenguiti, qui comprend une appréciation et une subvention financière de 5 millions €, décerné pour la première fois en 2001, vise à encourager les chercheurs et auteurs d'œuvres qui contribuent à l'approfondissement, au progrès et à la promotion de la recherche scientifique dans les domaines de l'islam, des sciences et de la littérature. Yedali Fall. Le prix Chenguiti, comprenant une appréciation d'une subvention financière de 5 millions €, décerné pour la première fois en 2001, vise à encourager les chercheurs et auteurs d'œuvres qui contribuent à l'approfondissement, au progrès et à la promotion de la recherche scientifique dans les domaines de l'islam, des sciences et de la littérature. Ainsi donc, le président de la République a remis le prix Chenguiti pour les études islamiques qui a été remporté par Dr Saïd Ahmed Emir pour sa lecture critique de l'ouvrage Chemin éclairé pour mieux cerner l'orientation du voyageur. Il a également remis le prix Chenguiti pour la science et la technologie à Dr Zouhair Saleh Nettou de l'Arabie Saoudite pour les recherches scientifiques dans le domaine de la santé publique et de la médecine dentaire. Quant au prix de la littérature et des arts, il a été décerné à l'écrivain Youb Baba Hassan pour son roman Gravir de Messouma. Chaque lauréat de l'un de ces prix présente le contenu de ses recherches, ses domaines, ses objectifs et ce qu'il apporte de nouveau à son domaine. Le secrétaire permanent du conseil du prix Chenguiti, M. Hussein Ben Youssef Si, a indiqué dans son allocution à cette occasion que la présence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à cette manifestation scientifique qui honore les chercheurs et élève leur statut est une preuve indéniable de l'intérêt accordé au plus haut niveau à la recherche scientifique et aux chercheurs. Il a rappelé que le prix Chenguiti, depuis sa création, s'est employé à demeurer un centre de stimulation de la recherche scientifique et de l'innovation, et insufflant à un esprit de compétition parmi les chercheurs, les encourageant à donner le meilleur d'eux-mêmes. M. Ben Youssef a également souligné que les travaux primés au fil des différentes éditions du prix ont enrichi les paysages scientifiques et culturels, tout en contribuant à raviver le rôle précurseur des érudits mauritaniens dans les domaines de l'enseignement et de la production intellectuelle. Il a enfin affirmé que le prix Chenguiti n'est pas une simple manifestation annuelle, mais une déclaration de foi en l'importance de la recherche scientifique pour atteindre le développement et la prospérité. Le lauréat du prix Chenguiti pour les études islamiques a souligné que la Mauritanie abrite des trésors inestimables de manuscrits précieux et des livres rares, ce qui appelle à les faire connaître et les éditer afin de mettre en lumière le rôle civilisationnel joué par notre pays dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine. À travers des initiatives telles que le prix Chenguiti, il est impératif de veiller à ce que ces trésors ne restent pas confinés sur les étages ou exposés à l'oubli et à la perte, a-t-il précisé. Il a également insisté sur l'importance de la nation dans la construction d'une pensée culturelle collective, solidement établie sur des bases efficaces. Cela souligne la nécessité de porter une attention constante aux contributions narratives, une dynamique traduite par le prix Chenguiti et d'autres initiatives encourageant les chercheurs. Quant au lauréat du prix de la science et de la technologie, il a qualifié son choix comme lauréat du prix Chenguiti du moment décisif dans son parcours scientifique. Cette reconnaissance valorise une recherche qui dépasse les frontières nationales pour s'étendre au monde arabe, renforçant ainsi la complémentarité en matière de santé et proposant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos communautés. De son côté, le gagnant du prix Chenguiti des arts et de la littérature a indiqué que son roman retrace une période tumultueuse de l'histoire mauritanienne, explorant ses traditions, ses questionnements et son imaginaire collectif. S'inspirant du riche héritage de la tribu Messouma, il a construit son intrigue autour de Walata en tant que théâtre d'une scène vibrante d'événements, de conflits, de transformations. L'œuvre dépasse les frontières de la ville pour inclure d'autres espaces guidés par le rythme des caravanes et des échanges intercommunautaires. À travers ces récits, le roman explore les gravures des maisons en terre cuite, parcourt des vastes déserts, interroge ses habitants et condense dans un style narratif unique les rituels et traditions de l'époque, tout en abordant leur position face aux enjeux de l'existence et leur interaction avec le colonialisme dans un contexte historique mouvementé, a-t-il noté. La traditionnelle photo de famille a clôturé cette cérémonie. Pour en savoir davantage sur cette cérémonie de remise des prix Chenguiti au titre de l'année 2024 et l'intérêt qu'il porte, nous recevons sur ce plateau M. El-Hussein Koulibaly, membre du conseil du prix Chenguiti. Bonsoir, M. El-Hussein. Tout d'abord, en quoi
Cette édition 2024 du prix Chinguitti se distingue-t-elle des précédentes éditions pour enrichir le paysage scientifique et culturel? Bonsoir, Monsieur Adahi. Je vous remercie pour la réception sur ce plateau et je vous remercie également pour la question posée. Le prix cette année est exceptionnellement particulier pour la raison suivante. Cette année, nous avons reçu un monsieur qui s'appelle Dr Zahir Ben Salih Al-Natou, qui est un scientifique de rang mondial et qui a contribué depuis plusieurs années à l'évolution scientifique, notamment dans le domaine de la santé publique et la santé bucco-dentaire. Ce prix est exceptionnel pour une autre raison. Ce monsieur a contribué avec plus de 120 publications dans des revues réputées, dont le fameux Lancet, qui est de réputation mondiale. Il a publié 10 livres du volume et il a déposé 5 brevets. Donc cela prouve le caractère exceptionnel de ce prix cette année. Donc est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que le prix Chinguitti est devenu en quelque sorte, depuis sa création, un centre de simulation de la recherche scientifique et de l'innovation? Tout à fait. Vous savez, le prix a été institué par une loi du 20 janvier 1999. Et le but était de récompenser les individus qui contribuaient de façon significative au rayonnement culturel, scientifique, intellectuel dans les domaines des arts, littérature, sciences islamiques, sciences et techniques. Et avec de nombreux scientifiques que nous récompensons d'année en année, et avec le niveau scientifique qu'on voit souvent dans les domaines des sciences et techniques, nous pouvons affirmer que désormais ce prix-là contribue à l'avancée technologique, non pas seulement en Mauritanie, mais aussi sur la scène internationale. Merci, Monsieur El-Hussein Koulibaly. Je rappelle que vous êtes membre du conseil du prix Chinguitti. Merci d'être venu pour vous prêter à nos questions. Et bonne chance et bonne continuation. Merci à vous, bonne soirée. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 25 décembre 2024 sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-024 du 25 juillet 1991, modifiée relative aux partis politiques. Ce projet de loi apporte des innovations substantielles dont l'objet est de favoriser l'émergence de partis politiques capables d'accomplir leur mission de manière convenable, tant au plan de l'élaboration de leur programme de société que celui de l'encadrement des populations. Ces innovations se résument aux axes suivants. Premièrement, à propos des conditions de création des partis politiques, l'augmentation du nombre des membres de l'Assemblée constitutive d'un parti politique de 20 à 150 adhérents minimum représentant toutes les wilayas. Le parrainage du programme du parti par 5000 citoyens provenant selon le lieu de naissance de la moitié des wilayas avec un taux minimum de 10% par wilaya. Au moins, les femmes doivent représenter au moins 20% du nombre total. Le nombre de signataires de la demande d'agrément passe de 7 à 15 personnes, dont 5 femmes, en harmonie avec la politique du gouvernement en faveur des jeunes. L'âge requis pour faire partie des membres fondateurs d'un parti passe de 25 à 20. Le respect du principe d'alternance nécessaire qui consiste au renouvellement d'un tiers au moins des membres des organes dirigeants des partis politiques à l'issue de chaque session ordinaire du Conseil ou du moins du Congrès. Deuxièmement, à propos du fonctionnement des partis politiques, l'engagement à sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale du pays et le respect des préceptes de l'islam et des principes démocratiques.
l'engagement d'ouvrir des sièges au niveau de la moitié des wilayas, au moins dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'obtention de l'agrément. Le taux minimum permettant aux partis politiques d'accéder à un financement public passe de 1 à 2% au moins des suffrages exprimés au niveau national à l'issue des plus récentes élections municipales générales. Troisièmement, à propos de la suspension et de la dissolution des partis politiques. La dissolution des partis politiques intervient dans les cas suivants. Si un parti politique enfreint une des conditions citées à l'article 9 de cette loi, dans ce cas, le ministre chargé de l'Intérieur adresse un avertissement au parti concerné, lui enjoignant de se conformer aux règles prescrite dans un délai de 72 heures. Passé ce délai, le ministre procède par arrêté à la suspension de ce parti politique pour une période de 6 mois. À l'issue de cette période, si le parti ne se conforme pas aux conditions visées, il fait l'objet de dissolution par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Est également dissous de plein droit tout parti politique qui présente des candidats à 2 élections municipales générales successives et qui n'obtient pas 2% des suffrages exprimés à chacune de ces consultations ou qui s'abstient de participer à 2 élections municipales générales consécutives. L'autodissolution, tout parti politique en cas de menace ou de trouble à l'ordre public peut être suspendu pendant 90 jours en cas de dissolution d'un parti politique par un décret pris en Conseil des ministres. Ses membres fondateurs ne peuvent constituer un nouveau parti politique pendant une période de 5 ans à compter de la date de publication du décret de dissolution. Les partis politiques déjà reconnus sont dispensés des procédures relatives à la déclaration de reconnaissance, mais sont soumis aux obligations relatives au fonctionnement des partis politiques. Projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de loi numéro 20 ou du moins 2011-003 du 12 janvier 2011 portant code de l'état civil. Le présent projet de loi vient combler le vide juridique relatif à la déclaration de naissance en permettant d'inscrire les retardataires des campagnes d'enrôlement précédentes à travers une procédure les disposant de jugement judiciaire. L'introduction des concepts de l'erreur matérielle et de l'erreur substantielle qui permettront une certaine flexibilité dans les corrections des erreurs matérielles et une simplification des procédures de correction pour le citoyen à travers le transfert de la compétence de correction des erreurs matérielles à une seule entité, en l'occurrence l'agence, et l'attribution de la compétence de correction des erreurs substantielles aux juridictions compétentes. L'introduction du concept de prestation de services à distance pour permettre à l'agence la délivrance des titres en dehors des centres par l'un des modes de délivrance adaptés tels que la délivrance par courrier recommandé. La conception de la signature électronique et l'adaptation des modalités de signature des actes d'état civil
et des titres sécurisés avec les exigences d'établissement des actes numériques et des systèmes d'information. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, Teshril. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Projet de décret portant création d'un établissement public d'enseignement supérieur dénommé Institut supérieur du génie industriel et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Ce projet de décret s'inscrit dans ce cadre, ou du moins dans le cadre des efforts du gouvernement visant le renforcement du système d'enseignement supérieur dans notre pays par la création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans les études de génie industriel. Il vise ainsi à combler le déficit constaté au niveau de formation des cadres supérieurs qualifiés dans le domaine de l'industrie. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du port autonome de Nouadhibou. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du port de Ndiago. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale pour le développement rural, SONADER. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative au bilan des activités du secteur au cours des 4 derniers mois, ainsi que les perspectives pour l'année 2025. Le bilan du département, qui couvre la période de août-décembre 2024, repose sur un plan d'action qui s'inscrit en droite ligne avec le programme électoral de juin 2024 de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, mon ambition pour la patrie, et contribue à la réalisation des objectifs de développement énoncés dans la déclaration de politique générale du gouvernement s'agissant des perspectives 2025. Elles ont été conçues dans des approches globales et intégrées visant à améliorer l'efficience et l'impact des interventions du ministère de l'Environnement et du Développement durable aux fins de mieux protéger l'environnement, de gérer durablement des ressources naturelles et de renforcer davantage la résilience face au changement climatique. Leur suivi périodique sera effectué afin de garantir qu'elles soient réalisées conformément aux objectifs et aux attentes du gouvernement. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, cabinet du ministre chargé de mission, Edje Lhabib Valdi, ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cabinet du ministre chargé de mission, Zainabou Mohamed Ahmed, titulaire d'un doctorat en lettres modernes, ministère délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, direction générale des douanes, directeur général, Khaled Ould Salek, inspecteur principal des douanes, précédemment directeur général adjoint des douanes, en remplacement de M. Hamdou
Mohamed Mahfouz, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Des membres du gouvernement ont commenté du moins hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Ould Meddou, de l'Intérieur, de la Promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, de l'Environnement et du Développement durable, Madame Saoud Baham Mohamed Laghlaf. Maïmouna Lo nous fait ce compte-rendu. Intervenant en premier, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, de décrets et de communications, dont ceux relatifs au cadre juridique régissant les partis politiques, l'état civil et le niveau d'avancement des projets du ministère de l'Environnement ainsi que ses perspectives. Il a ensuite invité ses homologues ministres, chacun en ce qui le concerne, à apporter davantage de précisions. Il a également invité les journalistes et blogueurs à être prudents et faire preuve de retenue quand il s'agit d'informations concernant les relations entre notre pays et les autres États. À son tour, le ministre de l'Intérieur a expliqué le cadre juridique régissant les partis politiques en Mauritanie date de 1991. Selon lui, le texte n'avait connu qu'une légère modification relative au financement de partis. Aujourd'hui, le nouveau cadre introduit plusieurs changements visant à améliorer le paysage politique, la vitalité politique. Il s'agit d'après lui d'une demande des partis politiques qui vient d'être mise en œuvre. Concrètement, le texte définit les modalités de constitution d'un parti politique en Mauritanie. Le nombre de membres devant être présents à l'Assemblée générale consécutive passe de 20 à 150. Selon lui, ils doivent être issus de toutes les wilayas du pays, dont la moitié doit être diplômée. À noter également qu'au moins 20% des membres présents à l'Assemblée générale consécutive doivent être des femmes. Une fois que ces critères sont réunis, il faut 5000 parrainages pour compléter son dossier de demande de reconnaissance. Toujours concernant la Constitution, le nombre de responsables en charge du dossier de reconnaissance et d'interaction avec les autorités concernées passe de 7 à 15, donc 5 femmes. En ce qui concerne le congrès des partis, chacun peut librement choisir sa périodicité. Toutefois, la loi l'oblige désormais à procéder à un renouvellement de ces instances d'au moins un tiers à chaque congrès. Pour le ministre, ceci permettra d'instaurer une certaine démocratie interne et d'éviter la privatisation ou personnification du parti. Le texte prévoit aussi des dispositions relatives à la dissolution des partis. Le ministre a déclaré que les partis doivent respecter les principes fondamentaux de la Constitution. Ensuite, il a souligné que le score électoral nécessaire au maintien du récépissé d'un parti a été revu à la hausse. Il passe ainsi de 1 à 2%. Pour le reste, le ministre de l'Intérieur est doté du pouvoir de suspension d'un parti politique pendant 90 jours au nom de la sécurité nationale. Dans une situation pareille, le ministre a indiqué qu'un avertissement sera adressé au parti, le sommant d'apporter des changements dans un délai de 72 heures. Si cela n'est pas réglé, une nouvelle suspension de 6 mois pourra être infligée au parti. En dernier ressort, le ministre de l'Intérieur présentera un rapport au Conseil des ministres proposant la dissolution du parti. Le ministre a par ailleurs souligné que les dirigeants dont le parti a été dissous ne peuvent pas en fonder un autre durant les 5 prochaines années. Toutefois, les élus du dit parti peuvent rejoindre d'autres formations politiques ayant des élus dans la catégorie correspondante, conseillers municipaux et députés. En outre, le ministre a exposé les grandes lignes du projet de loi relative à l'état civil. D'après lui, la nouvelle loi apporte des réponses à des problématiques locales. Le délai pour déclarer un nouveau-né est de 60 jours au maximum après la naissance.
Mais les contraintes logistiques, la situation géographique et socio-économique, la procédure peut être dans n'importe quel centre d'état civil pour un citoyen n'ayant pas un numéro national d'identification. Ainsi, les services d'état civil vont attribuer un numéro national au demandeur après vérification de la validité de sa mauritanité. Ils ne sont pas convaincus, les services d'état civil peuvent rejeter la demande avec les justifications nécessaires. De son côté, le citoyen qui s'estime lésé peut faire recours à la justice qui dira le droit. Enfin, le ministre a déclaré que le nouveau texte prévoit l'accès aux services de l'état civil sans se déplacer. Il a noté que la signature électronique et la correspondance par mail via les applications de messagerie ou encore le courrier postal permettra de faciliter l'accès aux papiers d'état civil. Ceci mettra fin à l'obligation de se présenter à un centre d'état civil. Pour sa part, la ministre de l'Environnement a fait l'économie de ses actions de son ministère entre septembre et décembre 2024. Elle a souligné que son département a œuvré dans le cadre de la gouvernance avec l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action national pour protection de la biodiversité 2030. De plus, le processus d'élaboration du 5e rapport national sur le changement climatique a été lancé. La ministre a aussi évoqué le lifting du cadre juridique relevant l'adoption de plusieurs décrets, notamment ceux sur les déchets solides, la pollution environnementale, la création d'une brigade mobile afin de renforcer la surveillance sur l'ensemble du territoire national. La ministre a également souligné que son département a travaillé sur les questions liées à la résilience face au changement climatique, le respect des engagements de l'État au niveau international et la participation à divers forums majeurs. Toujours au cours de sa présentation, elle a souligné qu'un travail a été fait pour la préservation de la biodiversité à travers plusieurs initiatives, dont une campagne de lutte contre les feux de brousse. Cela a permis, selon la ministre, de désenclaver des zones. Elle a noté que des mesures ont été prises pour la fixation des dunes, la restauration des terres dans plusieurs régions du pays et encore la signature d'accords avec des partenaires techniques et financiers afin de faire face au changement climatique. Sur le plan international, la Mauritanie a été présente dans les différentes conventions, dont la Convention sur la biodiversité à Cuba, la conférence des parties à Bakou et la conférence sur la désertification à Riyad. En ce qui concerne la pollution, la ministre a déclaré que de nombreuses activités ont été réalisées. Selon elle, des missions d'inspection ont été envoyées auprès d'entreprises majeures, telles la surveillance des usines de ciment, des tanneries et la réalisation d'études d'impact environnemental et social pour plus de 50 projets. Reprenant la parole, le porte-parole du gouvernement a affirmé que l'État ne permettra en aucun cas qu'on porte atteinte à ses valeurs islamiques et prendra les mesures nécessaires contre les contrevenants. Cette déclaration fait suite à une question relative à un établissement scolaire qui aurait mal agi. Il a souligné que les services compétents ont pris le dossier entre les mains. Interpellé sur la délivrance de la carte de presse, le ministre a indiqué que les procédures relatives à sa mise en œuvre ont fait des progrès significatifs. Cependant, il a souligné avoir préféré élargir les consultations avec les journalistes avant sa mise en disposition. En outre, le ministre a salué les réformes introduites dans le secteur des médias, indiquant que le pays a réalisé un bond considérable en matière de liberté de presse. Il a également annoncé que la Mauritanie a rejoint un partenariat international qui regroupe 50 pays pour la promotion de l'information et de la démocratie. Les préparatifs vont bon train dans la wilaya de Hod El Gharbi et plus précisément à Ayoun où les populations se préparent à accueillir le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour une visite de travail et d'information au cours de laquelle il supervisera l'inauguration de plusieurs projets de développement. Yadali Fall. À quelques heures de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la ville d'Ayoun, capitale de Hod El Gharbi, connaît une effervescence sans précédent.
Les habitants semblent bien apprécier cette visite, comme c'est le cas de cet homme qui évoque l'électrification et les réseaux routiers, qu'il cite comme étant de réels projets de développement et dont les populations locales ont besoin. Cette femme, de son côté, cite l'électrification de 25 localités comme étant une réalisation grandiose. Ce jeune homme, pour sa part, se dit satisfait des réalisations du président de la République et déclare mettre toute son énergie pour mobiliser les jeunes afin d'être au rendez-vous demain. Cette autre femme affirme que la route entre Ayoun et la Ouénat est une réalisation attendue par les populations depuis très longtemps. Les élus locaux et les organisations de la société civile ne sont pas en reste pour une grande mobilisation des habitants de la wilaya afin de venir nombreux accueillir le président de la République et faire de cette visite une réussite. Ils se sont tous succédés devant les caméras de la télévision El Mauritania pour dire leur joie de voir le président de la République visiter leur ville et procéder au lancement des projets de développement. La ville d'Ayoun met donc les petits plats dans les grands pour faire de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, demain vendredi, une réussite et mobiliser le plus grand nombre de personnes pour lui réserver un accueil digne de l'événement. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a présidé hier une réunion qui a regroupé, outre les ministres concernés, les chefs des groupes parlementaires, l'association des présidents des régions, l'association des maires et l'association des parents d'élèves. Le Premier ministre a informé les participants à la réunion que l'invitation avait deux objectifs principaux. Le premier est de se familiariser avec le rôle de supervision des deux plateformes sur les performances des secteurs de l'éducation et de la santé. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné que les secteurs de l'éducation et de la santé sont confrontés à des défis qui requièrent les efforts concertés de tous. Le deuxième objectif était de les informer des instructions de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, de dépêcher des missions ministérielles dans les wilayas de l'intérieur pour identifier les priorités de chaque région dans les domaines vitaux qui affectent la vie quotidienne des citoyens, à l'instar de la priorisation de la capitale Nouakchott dans le cadre du programme d'urgence que le gouvernement entend lancer dans la première quinzaine de janvier 2025. À l'issue des débats, le Premier ministre a exhorté l'ensemble des participants à interagir positivement avec ces deux objectifs, le gouvernement étant soucieux d'impliquer tout le monde conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, conscient de l'importance d'une approche d'inclusion. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Sidney Darman Sokhna, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à la réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Al-Hussein Ould Meddou. L'ordre du jour de la réunion comportait l'examen du projet de loi numéro 24045 qui inclut le Code des investissements ainsi que le report des sessions plénières actuellement prévues. La conférence des présidents a décidé de renvoyer le projet de loi devant la commission économique pour un examen approfondi. Il a également décidé de reprogrammer les futures séances plénières ainsi qu'il suit. Lundi 30 décembre 2024 à 10h, à la séance plénière consacrée à la discussion et au vote du projet de loi de finances initiale pour l'année 2025, initialement prévu le mardi 31 décembre 2024 à 10h. Jeudi 26 janvier 2025 à 10h, séance plénière consacrée à la discussion et au vote du projet de loi
numéro 24039 qui complète, abroge et remplace certaines dispositions de la loi numéro 2018-036 RC-BIS ou du moins BIS du 16 août 2018 portant réglementation des établissements de crédit. Lundi 20 janvier 2025 à 10h, séance plénière consacrée à la discussion et au vote des deux projets de loi suivants. Projet de loi numéro 24043 autorisant la ratification du statut du Fonds de développement des exportations pour l'Afrique, signé à Nouakchott le 6 janvier 2021. Projet de loi numéro 24045 portant code des investissements. Dans le cadre des préparatifs de la visite à venir du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, à Ayoun, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Mel'ainin Ould Khalid, a visité la centrale électrique d'Ayoun qui vient d'être dotée d'une nouvelle centrale d'énergie propre. Reportage de Yedel Fall. La centrale électrique d'Ayoun a accueilli le ministre de l'Énergie. Le ministre, accompagné de sa délégation, s'est rendu dans les différentes ailes de cette structure. La nouvelle centrale d'énergie propre a été également visitée par le ministre. Cette centrale renforcera les capacités de la ville en matière d'électricité. Le ministre a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre des activités préparatives de la visite du président de la République dans la ville d'Ayoun, où il procédera à l'inauguration de projets de développement dans l'électrification de 25 localités. Il a déclaré qu'en compagnie de sa délégation, il s'est rendu dans cette centrale Djal qui va alimenter l'axe Ayoun-L'Ouenat. Il a évoqué plusieurs autres projets structurants qui permettront d'augmenter la production d'électricité dans la ville, voire dans la wilaya. Ces projets augmenteront la capacité électrique de la ville et contribueront sans doute au développement de cette dernière en impulsant une nouvelle dynamique à son économie. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moulay Ibrahim, a inauguré aujourd'hui à Ayoun le nouveau siège de la direction régionale pour l'environnement et le développement durable au niveau de la wilaya d'Ihod el-Gharbi. Après avoir coupé le ruban symbolique marquant le début de l'exploitation du siège, la délégation a fait le tour des services et bureaux de la délégation régionale qui coordonne, met en œuvre et suit l'action et les interventions du département au niveau de la wilaya. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités administratives et du maire de la commune d'Ayoun. Démarrage ce matin à Nouakchott d'un atelier de sensibilisation au changement climatique organisé à l'intention des présidents des conseils régionaux par la direction du climat et de l'économie verte au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'atelier vise à mobiliser les participants sur le changement climatique afin de comprendre et d'intégrer la dimension urbaine dans les stratégies de développement régional. Maïmounalo. Mobiliser les participants sur le changement climatique afin de comprendre et d'intégrer la dimension urbaine dans les stratégies de développement régional, tel est l'objectif de cet atelier de sensibilisation au changement climatique, organisé par la direction du climat et de l'économie verte du ministère de l'Environnement et du Développement durable à l'endroit des présidents des conseils régionaux. Dans son allocution, le secrétaire général par intérim, Mohamed Abdallah Islama, a indiqué que le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, soulignant que ses conséquences ne se limitent pas à une région spécifique du monde, mais frappent de plein fouet les pays en développement, en particulier la région du Sahel et du Sahara, y compris la Mauritanie. Il soutient que la Mauritanie est confrontée à une désertification croissante depuis des décennies, à une sécheresse cyclique et à un déficit constant en précipitations et aux effets qui en découlent sur l'économie nationale.
les opportunités d'emploi, la santé de la population et autres. Il a également souligné que cet atelier représente une étape charnière dans notre engagement collectif à sensibiliser et à travailler concrètement pour relever les défis climatiques, tout en fournissant aux acteurs locaux des connaissances et des outils nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes du changement climatique qui les aident à innover et à proposer des solutions aux problèmes posés. Les participants ont pu suivre au cours de cette journée des exposés et des conférences sur le changement climatique. L'Union des littéraires et écrivains mauritaniens a dédié sa soirée culturelle hebdomadaire du mercredi autour d'un thé au poète Deyoul Adebo et aux représentants de la Mauritanie au concours dit de l'émir des poètes, le poète Mokhtar Ould Abdallahi, l'occasion pour le président de l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens, El Khalil Ould Nahwi, de souligner que la saveur du thé du mercredi sera cette fois-ci double, car elle combine l'honneur fait au poète Ould Adebo, qu'il a qualifié d'ambassadeur de la culture et de la littérature mauritanienne, et le soutien apporté au poète Mokhtar Ould Abdallahi, unique représentant de la Mauritanie au concours dit de l'émir des poètes. C'est la fin de cette édition. Un rappel des principaux titres. Le président de la République et président de l'Union africaine s'entretient au téléphone avec son homologue angolais et discute des avancées du processus de Luanda. Le président de la République supervise à Nouakchott la cérémonie de remise des prix Chengueti à titre de l'année 2024 dans les domaines des études islamiques, des sciences et de technologie, de la littérature et des arts. Le Premier ministre préside une réunion sur les plateformes d'études et de santé pour examiner de près le rôle de surveillance qu'elles jouent sur la performance de ces deux secteurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.